Mais le jour, les autres vont venir nous rejoindre avec de gros moyens. On va créer l'Institut d'égyptologie. Parce que l'Institut, l'université là, ça c'est des murs. Mais c'est ce que tu mets dedans qui est important. Il y a aussi des frères qui se sont mis ensemble pour acheter un terrain à Bégerville où ils vont construire un groupe scolaire Kamitz. Mais ils sont peu nombreux. Ils ont très peu de moyens. Mais si on se met ensemble, on peut construire ça. Donc je crois que pour répondre à la question de Kwadjo, il faut être clair. Dans l'urgence, on ne peut pas tout faire. Et ce n'est pas dans l'urgence qu'on va régler nos problèmes. Il ne faut pas qu'on se précipite ou qu'on soit pressé. Je crois que la première chose, c'est organisons-nous. Deuxième question. La deuxième question est celle de CCI. Il demande les références des différents ouvrages d'histoire au programme qui ont été cités dans le manuel. Merci, cher frère, tu as raison de poser la question. J'avais ça sur le rétroprojecteur. Alors, donc, c'est les livres de 5e, 4e, 3e de 1998. Pour la 5e, c'est l'édition 98. Pour la 3e, c'est l'édition 1999. C'est Seda Atier toujours. Hein. Pour la 4e, c'est l'édition 2002. Et pour la 6e, c'est l'édition 2002. Vous voyez, hein, j'ai dit 2002. Vous voyez les dates, hein, 1999. Ce n'est pas une affaire de régime politique. Quel que soit le régime politique qui s'est succédé, qui se sont succédés au pouvoir ici, ils ont tous adopté ce livre-là. Les ministres de la culture, je ne sais pas. Bon, je ne veux pas dire des choses méchantes contre les ministres de la culture, je vais m'arrêter là. C'est une question. Il y a juste un petit mail qui lançait une interpellation. Il disait que je demandais s'il faut interpeller les parents. Comment devons-nous interpeller les parents? J'ai répondu pour les parents, c'est une question d'organisation. Nous sommes obligés de voir les choses à moyen terme et à long terme. Sortons de l'urgence. Non, ce n'est pas le pouvoir qu'on cherche. On ne cherche pas le pouvoir. Ah, non, on n'a pas d'urgence. L'essentiel pour nous, c'est qu'en quittant cette terre, nous partons en disant, ah, je me suis un peu vengé. J'ai fait quelque chose. Ça, le plus important. Voilà. Ok, on va prendre la vague. Merci. Il y avait une question sur il y avait une question sur Internet. Oui. Est-ce qu'il existe des ouvrages à destination des enfants sur ce sujet? Oui, il existe des ouvrages. Des frères qui sont spécialisés. Mutunde a écrit un ouvrage. Il y a le frère Djeuti Biong qui fait des bandes dessinées extraordinaires sur Kemet. Et je conseille vraiment ces bandes dessinées. Il y a d'autres frères qui font ce travail. Peut-être que ce n'est pas en quantité. C'est pour ça que je parlais tantôt d'organisation. Mais ces frères qui font ce travail de production intellectuelle. Mais ils le font dans quelles conditions? Ils le font tout seuls. Dans un dénuement total. Parfois, c'est le manque de moyens qui les empêche de continuer, de simples petits moyens, j'allais dire. Donc, on va rejoindre toujours cette démarche. Nous devons avoir une double démarche. Premièrement, pour moi-même, pour m'épanouir, je dois faire cette démarche de retourner en Égypte. Mais deuxièmement, en même temps que je veux m'épanouir, si je veux retrouver dans la maison les meubles à leur place et bien cirés, je dois participer dans un collectif. Je dois m'organiser avec les autres pour qu'on fasse quelque chose, qu'on reconstruise ce dont j'ai besoin. C'est la question qui se pose pour la religion. Ils sont nombreux, nos frères, qui veulent se faire initier et ça s'arrête là. Mais moi, je leur dis, vous voulez retrouver la religion africaine, vous avez pris conscience, d'accord. Mais savez-vous dans quel état se trouve notre religion, notre spiritualité aujourd'hui? Elle demande à être reconstruite. On a fermé toutes les écoles de savoir ésotérique africaines sont fermées. Il faut les rouvrir. Donc, vous voyez, donc si tu viens pour t'initier et en même temps, tu ne te mets pas dans une démarche collective qui consiste à reconstruire cette maison que tu veux retrouver, bon, c'est difficile. Tu vas tourner un peu en rond aussi. Merci. Et pour cette même question-là, est-ce que pour cette personne-là, on peut concrètement avoir un lien où elle peut se rendre déjà pour être située et puis voir si elle peut avoir des ouvrages pour ses enfants?
Ouais, je peux répondre à la question. Hein. Ok. Il y a Jalissa Sekmet. Jalissa Sekmet, elle va à la librairie Tamiri. Jalissa Sekmet qui a écrit un ouvrage brillantissime. Voilà, on le présente. Ouais, il faut lui présenter Voilà. ça. Vous pouvez, oui, voilà. Vous pouvez voir déjà. Qui est là. Et en plus de ça, elle a fait des cahiers d'activité. Des cahiers d'activité que vous pouvez acheter pour vos enfants. Tout ce que le conférencier a dit, c'est tout là-dedans. Et c'est fait pour les enfants dans un langage assez simple. Donc, si elle est en Europe, c'est sûr. Elle va à la librairie Tamiri. Voilà, elle aura toutes les informations. Et puis après, elle peut rejoindre également le groupe Facebook, plutôt WhatsApp. Voilà, elle aura tous les liens pour directement cliquer là-dessus. Mais il y a également Ama Mazama qui travaille également avec, pour les livres des enfants. Elle a écrit plein de livres pour enfants également. Les socles. Tu peux montrer? Voilà. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Allons d'en bas. Vous parlez des questions pour la deuxième vague de questions. Le socle. Ok. Bon, je finis. Il y a également Juliette Esmeralda qui a écrit un livre également sur les poupées. On approche déjà de décembre. Est-ce qu'on va donner des poupées blanches ou bien on va donner des poupées noires à nos enfants? Donc c'est cette thématique-là qu'il faut déjà résoudre afin que tout le monde soit à l'aise. Ok, merci Laté. Je crois qu'on a largement répondu à sa question. La librairie, mais le book là-bas. Donc, d'accord, Augustine. Et puis après, Amani. Oui. Ce problème d'avoir en fait au programme des œuvres qui ne nous servent pas est un problème donc, qui est commun en fait à tous les pays africains, on va dire francophones. Ma question est de savoir aujourd'hui le processus qui consiste à décider des œuvres à mettre au programme. J'imagine que c'est un processus qui reste tout à fait inaccessible. Pourquoi est-ce que on ne se donnerait pas comme objectif justement de pouvoir, à défaut de vouloir que l'action vienne d'en haut, mettre la pression par l'organisation, comme dit Chinoti Traoré, pour savoir qui va être décidé chaque année à mettre au programme. Parce que si on persiste comme ça depuis aussi longtemps, c'est que, à mon avis, ces gens-là n'ont pas les mains libres pour pouvoir décider de ce qui se met, au programme. Est-ce que ce sont des accords qui ont été décidés au moment de l'indépendance, ou alors c'est vraiment que c'est une négligence intellectuelle de notre part et que personne ne s'en occupe? Parce que si on est parent et qu'on veut connaître le contenu des bouquins, si on le fait vraiment, on devrait être... et qu'on est un peu cultivé, on devrait se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me sens concernée, c'est pas normal. Donc c'est ça. Est-ce que c'est peut-être parce qu'on est négligent? Il faudrait qu'on arrive à se sentir concerné par le processus qui consiste à choisir les livres à mettre au programme. Comment est-ce que ça se passe en Côte d'Ivoire? Avant Amani, rapidement, par exemple le cas du Cameroun, j'avais suivi sur AI Cameroun, où pendant les indépendances, avant qu'on accorde l'indépendance au Cameroun, les différents accords passés là, le Cameroun a pour obligation de laisser son enseignement primaire dans les mains de l'âge. Donc voilà, et c'est en vertu de ça que l'indépendance a été accordée. Et ces accords-là tiennent encore jusqu'à présent. Et c'est la même chose au Sénégal, puisque voilà, donc on comprend aisément que c'est pas... Le président Macky Sall a voulu mettre Cheikh Anta Diop au programme l'année dernière, il me semble. La France a déboulé en disant non, ça ne fait pas partie des accords. Parce que les accords qui ont été faits avant les indépendances disent que l'enseignement des peuples colonisés est la chasse gardée du maître. Voilà, donc c'est difficile pour nous donc de pouvoir institutionnaliser ça. Ok, Amani. Sur ça, je donne quelques informations. Nous, on a écrit une manière scolaire. On a écrit une manière scolaire. Le Chinoti qui est ici avec le vieux Chinoti. Ils ont écrit une manière scolaire. Mais avant eux, il y a eu plein d'historiens, des historiens de l'université même, d'Abidjan, qui ont écrit des manières scolaires. On a même invité les enseignants. Les enseignants, ils ont une organisation, les enseignants d'histoire et géo. Ils ont une organisation ici, on les a invités, une association,
au centre ici même. Ils sont venus, ils nous ont donné le problème. Et quel est le problème? Ils ne savaient pas du tout toutes ces informations-là. Ces informations que le chantier a eu, les mensonges là. Ils ne savaient pas ça du tout. Mais également, ils ont un problème. S'ils l'enseignent, les enfants vont échouer à leur examen. Parce qu'ils vont écrire autre chose. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que il faut qu'on aborde ce sujet-là autrement. Soit on crée une école alternative carrément. Créer une école alternative carrément suppose qu'on crée des unités, non seulement économiques, juridiques, c'est-à-dire qu'on crée notre État. Parce que les implications, je ne sais pas si vous voyez les conséquences de tout ça. Voilà. Ou bien, on le fait à notre système, qui est l'initiation. En ce moment-là, on change de paradigme. Voilà. Bon, je vais un truc. Amani? Ok, il n'y a pas de problème. Comment le chantier va par rapport à... Oui. Il va répondre à vous, c'est une contribution. Oui. Je peux y aller, non? Oui. D'accord, moi c'est, je dis, c'est pour être un peu plus concret. Je me dis que chaque fois qu'on vient ici, qu'il y a un débat, en répartant, il faut qu'on parte avec une résolution. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? Je donne l'exemple que ce que j'ai fait dans les vacances. Pour le livre de avant l'examen. J'ai pris un ici. Et puis, chaque vacances, j'envoie mes enfants et les vacanciers qui sont là, je les envoie faire le cours de vacances. Et cette fois-ci, ils restent à la maison. Et j'ai pris, voilà, ce livre. J'ai pris un ici avec Conan. Et ça parle des Africains, de nos héros, voilà, Soumangourou, en fait, tout ça, tout ce qu'on connaît. Et j'avais une dizaine d'enfants pendant les vacances. Et donc, je prends un de nos ancêtres méritants, je fais la copie, parce que c'est tellement bien monté. Il y a le texte, il y a le vocabulaire, la compréhension, en fait, comment s'organiser. Et donc, le maître de maison vient et chaque enfant a le texte. Il lit et puis il répond aux questions. Donc, ça leur permet quand même de connaître l'histoire véritable écrite par les Africains. Donc, voilà, ils vont savoir c'est quoi, c'est qui Bianzin, c'est qui Sankara, c'est qui Steve Biko, et ainsi de suite. Je pense que ça les a formés un peu voilà, sur l'histoire véritable. Donc, c'est des choses qu'on peut faire déjà à notre niveau en attendant de pouvoir changer ce qui est au sommet. Donc, c'est juste pour partager cette expérience que chacun pourrait faire avec ses petits frères, avec ses enfants. Une intervention. Oui. C'est le frère Foileux. Oui. Ok. Non, c'est ça pour revenir sur. Il y a une partie, un passage qui parlait de l'antériorité des civilisations asiatiques. Oui, antériorité. Voilà. Il disait que dans certains manuels, il était écrit que la civilisation serait plus ancienne en Asie qu'en Afrique. Moi, je voulais souligner le fait que il ne faut pas oublier la civilisation sumérienne. C'est plus une contribution. Il ne faut pas oublier la civilisation sumérienne. Parce que s'il faut lire le livre du frère Kamit Rumiko Rashidi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la civilisation sumérienne est l'une des plus anciennes, sinon aussi plus ancienne que la civilisation de l'Égypte ancienne. Ça veut dire soit ils ont même âge, soit elle est plus ancienne que la civilisation égyptienne. Mais il dit l'Égypte est la civilisation qui a plus rayonné dans le monde. Or, la civilisation sumérienne qui était entre le Tigre et l'Euphrate au sud de l'Irak, au sud-est, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette civilisation-là était l'œuvre des Noirs, parce que dans son livre, il illustre avec image à l'appui. Il montre toutes les réalisations des Noirs, il parcourt l'Asie, il montre que l'Asie, avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée des Jaunes du moins, était une terre habitée par les Noirs. Il a montré tous les vestiges à l'appui. Je pense qu'il est toujours ici. Donc, il a fait cette illustration-là. Donc, il ne faudrait pas offusquer le fait que à l'extérieur de l'Afrique, il y a eu des Noirs au-delà du continent africain qui ont bâti des civilisations aussi anciennes que celles de l'Égypte ancienne. Et qui a eu aussi des civilisations plus anciennes même. Parce que quand on revient en Afrique du Sud, beaucoup plus au sud du Nil, on constate qu'il y a encore des vestiges qui prouvent que les hommes ont habité au sud de l'Afrique et ont bâti des civilisations. Maintenant, ces civilisations n'ont pas aussi rayonné comme celles de l'Égypte ancienne. On ne peut pas offusquer ce fait-là. Donc moi, je ne suis pas qu'on dise que la civilisation de l'Égypte, la civilisation de l'Asie est moins ancienne que la civilisation de l'Égypte. Mais il faudrait préciser, parce que c'est le combat que nous avons mené, c'est le même combat que chaque attaque va faire sur l'Égypte ancienne. Ce n'est pas de rejeter la civilisation de l'Égypte ancienne, mais c'est de montrer que cette civilisation-là est l'œuvre des Noirs. Donc maintenant, le débat de
le débat de l'antériorité devient un débat toujours en notre faveur. Voilà, donc c'est ce fait-là que j'aimerais souligner. D'accord. Si j'ai bien compris ton intervention, c'est-à-dire tu dis de ne pas oublier la civilisation sumérienne, qui est aussi une civilisation noire, dont il faut parler. Une autre intervention? Ouais. Oui. Il y a quelqu'un derrière, après je vais intervenir. Ah, ok, Zadi. Oui. Voilà, en fait, je voulais relever quelque chose. C'est une interrogation et en même temps une contribution sur l'enseignement qu'on donne à l'école. Quand on fait le tour des différents enseignements et des écoles publiques ou privées, on se rend compte qu'il y a des universités islamiques qui existent, des universités catholiques qui existent, et tous les élèves qui sont dans ces différents établissements passent justement des examens étatiques. Et pourtant, là-bas, on leur donne des enseignements qui sont à caractère. Alors je me dis, est-ce qu'il faut forcément rentrer dans l'opposition avec les enseignements étatiques, ou on les garde, et comme les universités islamiques ou les universités catholiques ou même protestants, parce qu'ils ont des manuels là-bas qui parlent justement de leurs fondements religieux aux élèves qui y sont. Alors, pourquoi ne pas justement passer par ce même mode-là pour enseigner à nos enfants, par exemple, le droit africain, en fait, tous ceux qui ont produit la connaissance ou qui ont remis au jour la connaissance africaine, en l'opposant justement pour que les enfants aient une vision claire des deux enseignements, pour qu'ils sachent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que quand tu vas dans une université islamique, on va t'enseigner ce que l'islam dit sur peut-être l'économie, je sais pas. Mais je veux dire, on n'a pas besoin forcément de s'opposer à l'enseignement étatique, de toute façon c'est trop fort. Et il faut avoir des moyens conséquents, et si on veut avoir cette vision des choses, ça serait difficile d'y arriver. Mais pourquoi ne pas faire une école dans le circuit normal, et puis dans cette école-là, avoir des enseignements chimiques pour les enfants, ou pour les adultes, ou selon, voilà quoi. Ok, merci. Ok, gentil. On va passer. Je vais rappeler les différentes observations. Bon, en premier, on a Augustine qui a dit est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des recommandations à la société civile qui, comment dire, mettent la pression auprès des autorités compétentes pour que, comment dire, l'histoire vraie de l'Afrique soit enseignée. Ça, c'était ça son intervention. Bon, je crois que je peux répondre déjà à la question en disant que vraiment, on ne veut pas. Quand nous avons créé la division, nous avons commencé à faire des démarches, il l'a rappelé tout à l'heure, et nous sommes heurtés à un mur. À un mur. C'est une muraille, hein, c'est pas un mur. Alors, il faut dire, aller s'asseoir dans les, comment on appelle ça, dans les comptes chambres des ministères et aller perdre son temps, alors que pendant ce temps-là, on peut mener des recherches et travailler. Bon, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous, en tant qu'organisation, nous avons pris une ligne. Voilà. Dans notre ligne, c'est d'abord de travailler au niveau de la recherche pour montrer aux parents la situation, l'histoire qui est enseignée à l'école. La deuxième ligne, c'est de proposer aux parents le contenu qu'il faut enseigner. Et la troisième ligne, c'est de commencer à nous organiser ici au centre pour prendre en charge ce qu'on peut prendre en charge. Par exemple, les espaces de vacances, certains espaces dans la semaine, comme font les CAMIT à Paris, on peut s'organiser pour s'occuper de nos enfants ici. Et puis 4, on a décidé de créer nos écoles. Nous sommes allés au lycée classique pour faire une simple conférence de sensibilisation sur cette question. On nous a fait d'abord rencontrer l'ensemble, pratiquement l'ensemble des enseignants. C'est compliqué la procédure. Nous avons parlé. Et qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? Les enseignants nous ont dit, franchement, ce que vous dites là, nous ne le connaissons pas.
Si on vous laisse aller dire ça aux enfants, Compliqué. qu'est-ce qui va se passer aux examens? Non, je vous disais pas, C'est la réalité du terrain. Donc, on n'a jamais pu parler à nos enfants au lycée Kassi, on n'a pas pu. Et il a parlé du cas d'une association, je ne cite pas le nom, mais d'une association des historiens. Ils étaient là, on a discuté. Ils ont des milliers d'instructeurs historiens, professeurs dans leur association. Ils ont dit, ce que vous dites là, nous, on n'a jamais entendu ça. On n'est même pas au courant de ces problématiques. Mais ça, on ne peut pas enseigner ça aux enfants. On ne peut pas enseigner ça aux enfants. Parce que si on met ça en avant, on aura des problèmes, on aura, etc., etc. Bon, c'est fini très poliment. On a échangé les adresses. Bon, on vous fera appel, comme ça, vous viendrez nous expliquer, on fera des séminaires, nous à votre disposition. Ce n'est pas qu'on a fermé la porte est ouverte. Mais nous disons, nous devons construire nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ça? Je peux construire. Il y en a qui se lèvent et puis construisent leur collège privé. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'un collège en construit seulement pour avoir l'argent? Moi, je peux décider de construire mon collège pour enseigner, pour faire la culture. Qu'est-ce qui m'empêche? C'est parce qu'on ne m'a pas formé comme ça. On m'a enlevé ça comme possibilité. Abidjan, tout ce que tu peux faire, c'est faire une maison, faire des hôtels, pour avoir un peu d'argent. Mais l'école t'a pas paramétré pour faire des bibliothèques. On n'a pas de bibliothèques dans les quartiers. Personne ne construit une bibliothèque. Personne ne construit des centres culturels. Personne ne construit des centres de danse. Et vous croyez, c'est maintenant où les gens sont tous samedi, dimanche, là-bas, là, je ne sais pas s'ils auront le temps vraiment de vous occuper de votre culture. Puisque la nouvelle culture, c'est pas ça. Samedi, dimanche, ils sont sapés en cravate, habillés en occidental, le petit livret à la main. Ça les intéresse encore. Regardez les affiches qu'ils font, les pasteurs en ville. Est-ce que vous voyez l'Afrique dedans? Mais quand vous voyez l'Afrique, c'est pour insulter l'Afrique. Coupez les liens avec les ancêtres. Est-ce que vous voyez? Ah, la sorcellerie. Et puis ils sont en cravate. C'est un modèle, ça, culturel qu'ils sont en train de véhiculer. Qu'est-ce que ceux-là, vous voulez voir accepter d'aller enseigner l'histoire chez eux? Parce que je voulais dire, mais de toute façon, la porte n'est pas ouverte. Nous, en tant qu'association, on a notre ligne. Ceux qui sont intéressés peuvent nous rejoindre. S'ils peuvent venir influer notre ligne et puis faire une proposition, mais les choses sont ouvertes. Maintenant, si à leur niveau, les gens peuvent agir individuellement ou collectivement aussi, bon, on ne peut pas... chacun a sa position, on ne peut pas dire qu'on détient la vérité, quoi. Il y a Max Zadi qui a dit, effectivement, puisque le cadre institutionnel fait blocage à cause des différents accords qu'il pourrait avoir entre l'État africain et puis la métropole, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème comme le font les écoles et les universités confessionnelles? Oui. Voilà. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire l'intervention de Zadi demandait si on ne pourrait pas suivre le modèle des écoles et universités confessionnelles. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Oui, université catholique, ce sont des écoles d'université confessionnelles. Que nous, on crée des écoles comme ça. C'est-à-dire procéder... On a les trouver pour qu'ils... Non, c'est-à-dire... En passant par la religion, c'est-à-dire... Bon, je vais répondre à Zadi tout de suite. Zadi, ces gens qui ont construit les écoles là, hein, c'est sur un projet culturel précis. Voilà. Ils ont un projet culturel. C'est évacuer ta culture, te vider de ta substance culturelle. C'est ça qu'est leur projet. Zadi, si tu vas donner ton programme à ces gens-là pour diviser aux enfants, tu crois qu'ils vont diviser? Ah, c'est pas ça? Ah, ben, tu m'as trompé. Peut-être que je n'ai pas parlé. Non, en fait... Zadi parle. Zadi parle. Zadi parle. Frère Zadi. J'ai dit que le débat c'était que il y a l'éducation étatique qui est, on va dire, cautionnée par le gouvernement. Et puis, je constate que derrière, on a des universités confessionnelles, donc islamiques, catholiques et protestants. C'est ça. Et je connais un de mes amis justement qui enseigne dans une université privée. Ils ont un cours là-bas sur la religion. Et dans ce cours-là, lui, il véhicule justement la religion catholique et puis il explique ces choses-là. Et il y a des programmes bien précis, à des heures bien précises aux élèves là-bas. Donc je me dis, plutôt que de se battre
contre ce que l'État veut qu'on enseigne aux enfants, est-ce qu'il ne serait pas bien de suivre ce modèle-là et maintenant rendre le cadre privé, donc de créer des écoles ou des universités qui va suivre le modèle des universités confessionnelles? Autant pour moi, j'ai compris, donc on est tout à fait en phase. C'est ça notre objectif, créer des écoles afro-centriques. On veut reprendre l'initiative historique, on veut reprendre les choses en main. Il n'est plus question des délégués. D'ailleurs, vous allez déléguer à qui? Vous allez rencontrer un dirigeant d'un parti politique et pour lui parler de ces choses, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, même les partis politiques sont en train de devenir des églises, excusez-moi. Puisque maintenant, le discours politique, c'est le discours religieux. Aller à l'église. Oui, il y a... Maintenant, toujours dans la même optique de la question de Zadi, c'est-à-dire, il y a le projet de création des universités afrocentriques. Oui. Mais en même temps, peut-être que j'ai bien compris sa question. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des modules de formation que les universités en présence sur les universités privées, on va dire, ok, ces modules de formation-là, on veut les donner aux élèves. Parce que d'autres fondateurs d'universités privées qui sont sur la place, qui sont partants, peuvent accepter. Peut-être que ça ne sera pas compris dans les notes, ou bien, mais ça sera peut-être récompensé autrement par l'association, mais ils peuvent accepter, les fondateurs-là peuvent accepter qu'il y ait 2 heures ou 3 heures dans la semaine. Voilà, ou des options, et puis c'est enseigné comme ça, c'est véhiculé. Bon, je crois que ça rentre dans la ligne droite de ce qui aussi l'avait proposé. Est-ce que c'est pas ça ne pose pas de problème, de toute façon on est là-dessus, puisque l'objectif de notre institut embryonnaire d'égyptologie et des civilisations africaines, c'est justement de produire le savoir. Voilà, on ne produit pas le savoir. Tous les concepts viennent de l'étranger. On ne construit plus nos concepts. Donc ça, effectivement, nous sommes dessus. Si le frère sent qu'il est dans le domaine, qu'il vient nous rejoindre pour nous renforcer, nous devons produire tous ces documents-là pour mettre à la disposition. C'est parce que les gens n'ont pas la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la chose, tu ne peux pas avoir la conscience de changer. Si tu n'as pas la conscience de changer, tu ne peux pas passer à l'action. Donc on est en phase. D'accord. Il y a aussi Poileux qui avait... Je vais parler de l'antériorité de la culture, de la civilisation nègre sur les cultures asiatiques. Il avait voulu que vous nous situiez sur la position de la civilisation sumérienne. Ben, je crois que Paul a répondu un peu lui-même en disant que c'est né peut-être en même temps ou bien même avant. Voilà. Mais je voudrais répondre, dire une chose à Poileux qui est très importante dans le travail que nous faisons. Une chose importante. Nous sommes nombreux à savoir que longtemps avant la date officielle, enfin, l'écriture, c'est-à-dire 3300, 3400 avant l'ère occidentale, longtemps avant, la civilisation africaine existait. Parce que le mot sapiens sapiens, il a été créé moins de 200 000 ans avant l'ère occidentale. Donc on dit que l'écriture a été inventée 3300, 3400, c'est récent. Mais avant 3300, 3400, là, nous avons élaboré des civilisations. Et la civilisation de Kemet n'a pas surgi comme ça. Donc nous sommes conscients que quelque chose s'est passé avant. Mais le problème, nous sommes dans un combat de savoir. Si nous devons avancer quelque chose, il faut des arguments. Pour l'heure, les documents écrits, l'archéologie nous permet de parler avec exactitude à partir de 3400. Mais si avant, il y a des éléments nouveaux, qu'on nous les apporte, il faut être très prudent. Parce qu'une des techniques de nos adversaires, c'est de s'aimer la confusion dans l'esprit des gens. Et maintenant, ils disent quoi? Ils disent, bon, c'est les extraterrestres qui étaient là avant les Égyptiens, machin, bon, que nos parents, bon, enfin bon. Chaque fois, ils essaient de déplacer. Vous voyez, ça sème la confusion. On dit, mais finalement, votre affaire, moi, je ne comprends plus. Vous avez dit, c'est l'Égypte, maintenant, toi, tu veux dire que c'est Sumer. Et puis l'autre dit, ça, c'est ça, on ne comprend plus. Donc, soyez extrêmement vigilants. Faites comme Diop nous a enseigné. Il faut les faits. Si le frère Poileux a les faits, il donne les faits. Vous comprenez? C'est très important. Il faut avoir des faits assez probants qui nous permet. Donc, ceci dit, ce que nous disons ici n'est pas parole, excusez-moi, je vais dire ce mot, n'est pas parole d'évangile. C'est susceptible d'évolution. Mais à l'état actuel de nos connaissances, à nous, c'est le document que nous avons. Demain, si on nous amène d'autres documents,
nous allons changer. Sinon, nous sommes conscients que la situation Kémite là, mais elle n'est pas née à Kémite, puisque je disais tantôt qu'elle vient du Soudan. Et maintenant, on pense même qu'elle vient du cœur de l'Afrique, c'est-à-dire des sources du Nil, qu'elle vient du Congo. Mais on n'a pas assez d'éléments archéologiques, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire au frère Paul par rapport à cette question. D'accord. Si des dernières questions, parce que je vais compléter juste un peu, okay. 2 minutes, puis on le dit parce que c'est très, vous que sur Facebook, c'est devenu un combat. Il y a d'autres qui se autoproclament égyptologues, qui s'autoproclament historiens, ils ont des doubles. Mais jamais on ne voit de documents. Et qu'est-ce qu'on appelle document? Il faut savoir ce qu'on appelle document. Qu'est-ce qu'on appelle une source? Une source, ce n'est pas une source de deuxième main. Quand tu dis par exemple que Sumer est avant l'Égypte antique, tu peux nous montrer des preuves de civilisation. Quelles sont les preuves de civilisation? Tu peux nous montrer des preuves archéologiques au niveau de l'architecture. Tu peux nous montrer des preuves archéologiques au niveau peut-être des ossements. Des tablettes. Des tablettes. Tu vois? On parle de Sumer. Sumer, est-ce qu'ils ont une écriture? Quelle est l'écriture de Sumer? Oui. Sur des tablettes argileuses. Mais ces tablettes argileuses-là, quand on les analyse, vous allez voir qu'on se rattache, c'est à ce qu'on appelle la Mésopotamie, qu'ils appellent des écritures cunéiformes. Or, ces écritures cunéiformes ont une date. Et comment on peut dater? On date par exemple avec le C14. Lorsqu'on date, on voit que les hiéroglyphes là viennent avant ça. C'est là qu'il y a le problème. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il prend par exemple un chercheur comme Gunther Dreyer qui est un Allemand. Un Allemand, vous savez que en matière d'égyptologie, les Allemands sont les plus avancés. Ceux qui font l'égyptologie, en matière d'égyptologie, les Allemands sont les plus avancés. Et il y a cette petite guerre-là entre généralement les Français et puis les égyptologues comme les Allemands. Donc, Gunther Dreyer a donné les éléments archéologiques les preuves. Si vous allez dans les musées en Allemagne, vous pouvez trouver ces éléments-là. Donc, ces mêmes éléments d'écriture cunéiforme-là, c'est des éléments faux encore également pour embrouiller ceux qui ne sont pas spécialistes. Mais si on fait un colloque ici qu'on se réunit entre experts, bien entre connaisseurs, personne ne peut dire ça. Sumer, en réalité, c'est l'Égypte antique. Il y a un livre qui vient d'être écrit, malheureusement c'est en arabe, on cherche à le traduire, excusez-moi. S'il y a des personnes qui comprennent l'arabe, peuvent nous aider. Il y a le président de l'Institut de l'archéologie en Égypte antique, plutôt en Égypte actuelle là, qui a écrit ce livre-là. Et pour la première fois, il dit que l'Égypte, les 3000 ans là, il faut avancer de plus de 150 000 ans. Il donne les éléments. Il donne les éléments. Et ces éléments-là, il y a par exemple les lances. On retrouve par exemple des lances avec, au lieu qu'il y ait une seule flèche, il y a 3 flèches. Il y a 2 flèches. Au niveau de l'architecture, par exemple, nous on avait fait des études sur l'architecture, on retrouve pour la première fois des éléments circulaires. Parce que quand on est dans l'Égypte, on voit seulement les pyramides et la base est carrée. Et lorsqu'on retrouve, on voit qu'il y a les éléments circulaires. Ces éléments se trouvent dans le Sinaï. Les gens cherchent à détruire. Vous voyez, l'État israélien, qui n'a pas de frontières, de plus en plus vient vers l'Égypte antique. Il cherche à récupérer ces endroits-là. Donc c'est une question vraiment technique. Tu vois? Et puis vous voyez, bon, je ne vais pas trop parler de ça. Je vais par exemple, Rogo Rachidi. Moi j'ai rencontré Rogo Rachidi ici. J'ai discuté avec lui, mais en réalité, c'est pas en tant que chercheur, plus comme ça. Parce que j'ai jamais te dit, non, je te dis, je les informe. Il reprend ce que les autres généralement ont écrit. Donc c'est des sources de deuxième main. C'est pas les. Je pas vous comprendre. Ok, on va. C'était un coup fort. C'est pas pour finir à 16h. Pour aller se dire quelque chose? Non, il disait parce que lui dit Sumer c'est l'Égypte ancienne. Ok, on va. Comment? Il y a des documents, il y a des preuves. Ok, pas de problème. D'accord, on va. On ne conteste pas, hein. S'il y a des preuves, peut-être on arrête. On va recourir à tes sources tout à l'heure. Comme c'est prévu pour finir à. Je m'excuse quand même sur ce point-là. Tu vois, la chose. Pour lui, il n'y a pas de problème. Avant les documents, on ne dit pas que c'est faux ce que tu dis, hein. Mais ce que nous voulons dire, nous sommes très prudents simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cause de l'influence biblique, quand il s'est agi de situer l'origine de l'humanité, quand il s'est agi de situer l'origine de la civilisation, les premiers chercheurs ont toujours regardé du côté de l'Asie.
Donc ce n'est pas pour rien que chaque fois, on nous dit que la civilisation est née en Mésopotamie, on nous parle des tablettes, etc. Mais au moment où on menait cette job, au moment où chaque acteur menait cette étude, peut-être les choses ont changé. On menait cette étude et puis un peu après, il était clair par les preuves archéologiques que la question était tranchée. Et je voudrais dire qu'il y a un outil méthodologique qui a servi vraiment à Diop. C'est ce que tu as indiqué tout à l'heure, c'est l'utilisation du carbone 14, de sa méthode radioactive, etc., qui a permis vraiment de trancher les débats. Parce que jusqu'ici, les méthodes qui étaient utilisées, comme en stratigraphie, toutes ces méthodes qui avaient été utilisées, il y avait des doutes. Mais à partir du carbone 14 et des méthodes, de cette famille de méthodes, on arrive à dater exactement. C'est ce qui a permis, et Diop le dit lui-même, de pouvoir mettre de l'ordre dans ce travail-là. Donc, on n'est pas fermé, donc au contraire, on est ouvert. De toute façon, c'est une colonie, en tout cas, une partie africaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique a occupé toutes ces parties-là. Voilà. Oui, Mel. Moi, je voudrais apporter une information. D'accord. Le mal est profond. Peut-être que le conférencier n'a pas beaucoup insisté, le mal est profond. Parce que tous les enseignants au niveau, je peux dire, du primaire jusqu'au supérieur sont touchés. Puisque quand vous regardez, si vous prêtez attention dans vos discussions, vous allez voir que presque tout le corps enseignant a des lacunes. Le corps enseignant a des lacunes. Or, c'est eux qui transmettent le savoir à nos enfants. Donc, le rôle de notre association doit être d'informer au maximum la population, de faire un éveil de conscience auprès de la population. Je pense que le moyen qui nous manque peut-être, c'est des moyens de diffusion. Voilà. C'est les moyens de diffusion. Et ça, j'insiste beaucoup. C'est comme ça qu'en Europe, ils ont pu faire l'éducation de la population, les moyens de diffusion, des petites brochures. Ils ont réussi à sensibiliser la population, à faire l'éducation des ouvriers, etc. Si on ne fait pas ça, et qu'on attend de mettre une école, c'est pas sûr que l'État actuel la change, puisque les gens sont déjà alignés. Donc c'est par notre travail, par des moyens de diffusion faciles, simples, que nous pouvons toucher la population. Vous voyez que les gens vendent des journaux à 100 francs, 200 francs, les témoins des jours diffusent des revues à... Si on ne fait pas ça, ce sera difficile. Voilà. Bon. Maintenant, deuxième, la réponse, que c'est un complément que je peux apporter à notre frère. On va où la civilisation se développe. Tous les peuples vont où les civilisations se développent, où il y a les ressources. Donc, c'est en Égypte que les premiers historiens, les premiers géographes, les premiers Européens sont partis. Donc, c'est en Égypte qu'ils ont pu témoigner en disant que c'est l'Égypte où la civilisation est née. Si les Grecs sont partis en Égypte, c'est pas pour rien. Donc, c'est les Grecs même qui ont témoigné que c'est en Égypte qu'il y a eu tel objet, etc. Et puis, les recherches archéologiques ont prouvé que c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, là, on ne peut plus contester, à moins qu'il y ait d'autres documents. Voilà. Donc, retenez bien que c'est où il y a la civilisation que les gens vont. Et vous voyez bien qu'en Côte d'Ivoire, je peux donner l'exemple de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a les ressources que la population africaine beaucoup vient ici. S'il n'y avait pas de ressources, ils ne viennent pas. Les Européens, c'est pareil. Bien, là, j'en ai terminé. Ok. En attendant qu'une autre question arrive. Oui. En ce qui concerne l'intervention de Amani qui avait dit qui avait été très pragmatique. Voilà, j'aurais voulu qu'on termine en ayant cette idée en tête. Il dit que il permet aux répétiteurs de ses enfants de réviser l'histoire de l'Afrique à la maison avec les enfants. Ça leur permet d'avoir une idée de ce que c'est que notre histoire. Et encore, il faut savoir qu'on doit faire la différence entre l'instruction
et l'éducation. Quand on envoie un enfant à l'école, il va pour avoir des instructions. L'éducation, c'est l'affaire des parents. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il y a la télévision, il y a les jeux vidéo à la maison, tout. Bon, concrètement, en tant que parents, là, quel est l'objet de la communication entre nous et les enfants? Pas de quoi? On parle de quoi réellement, en fait? On parle de quoi? On va plutôt au travail, on est fatigué, on est assis, ils sont là, on regarde la télévision, on mange. Ok, on parle de quoi concrètement? Si on se pose la question, quel est l'objet de notre conversation avec les enfants, la question ne va plus se poser à notre niveau. Parce que avant même d'amener les enfants à lire ces ouvrages-là, il faut que toi-même tu t'imprègnes de ça, pour que l'enfant voit que c'est une passion, et voulant faire comme papa, comme maman, cette envie-là, il va toujours vouloir copier, et puis ça passe. Donc, c'est l'éducation qui doit faire que nous allons véhiculer ces connaissances-là aux enfants. Le système, il est tel qu'il est, il donne l'instruction, et dans la vie des sociétés, tout est rapport de force, donc c'est ainsi. Mais la possibilité nous est donnée de pouvoir, par l'éducation, donner l'information à nos enfants. Bon, il est 16 h, nous allons terminer. Si M. Mouti a un mot de fin. Je vais terminer en vous disant merci, vraiment. Vous m'avez écouté et supporté pendant presque 2 heures. Je ne vais pas terminer sans faire le lien avec le prochain vendredi de la faux-centricité, dont le thème sera comment et pourquoi nous devons nous initier. Pourquoi et comment nous devons nous initier. C'est un clin d'œil que je fais à Maître Kofi à l'occasion des 3e sessions des initiations organisées par AI. Cette 3e session aura lieu, cette 3e session aura lieu du 4 au 6 octobre dans la forêt de Boisflé, où il y aura un camp d'initiation. C'est pour rappeler que AI aussi mène avec les grands initiés et les confréries, discute avec ces confréries pour remettre en marche, réouvrir en quelque sorte les écoles initiatiques. Nous avons un savoir, au-delà de la question de l'école occidentale que nous posons ici. Vous savez que nous avons des écoles et des universités dans nos villages. Nous avons dans nos villages des écoles de médecine, des écoles de plantes, des écoles de philosophie, qui est la base de notre culture et qui nourrit notre peuple. Mais quand ces écoles-là se meurent, que devient un peuple sans savoir? Nous devons sauver ça. Parce que sans cela, nous ne sommes plus des Africains. Donc, c'est dans ce cadre-là que AI a fait ce programme. Nous sommes donc à la 3e session. Donc, ceux qui sont intéressés par le thème, vendredi prochain, je ne sais pas quel sera le lieu, je crois qu'on va discuter pour savoir si ça se fera ici ou à Jacquesville. C'est à voir. Je voulais terminer, puisqu'on a parlé de Soumer et qu'on a parlé de Runoko Rachidi, je voulais faire une citation pour terminer avec la citation de Runoko Rachidi. Il parle de Soumer. Et il dit ceci. Qu'est-il arrivé aux Noirs de Soumer? Il répond, ils ont perdu leur histoire. Alors, ils sont morts. La légende de Soumer interpelle notre conscience. C'est le vol de notre histoire qui nous perd. C'est par la restauration de notre histoire que nous renaîtrons à nous-mêmes. L'histoire n'est pas l'étude du passé. L'histoire est l'étude du passé en vue de construire l'avenir. L'histoire est géostratégique. Et c'est la voie royale de la Renaissance africaine. Je vous remercie. Ok.